Bonjour tout le monde. Bienvenue Bonjour. sur notre webinaire qui commençait. Waouh, on est à l'heure, 11h30, pile poil. Merveilleux. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire de l'annuaire QVT que je suis ravie de présenter aujourd'hui. Donc, je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT. Certains diront, on ne la présente plus. Mais quand même. Donc, bienvenue. Je vous laisse un peu le temps de vous mettre en place, prendre possession éventuellement du chat, faire un petit coucou. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marianne et Emmanuel. Je vais vous les présenter un peu plus et elles prendront la parole également. Et on est ensemble pour 1 heure sur le thème « Vivement les vacances ». Mais sinon, comment en finir autrement avec le stress de l'hyperconnexion? Voilà, donc on est vraiment sur le sujet stress, hyperconnexion, des mots qui font un peu peur en général. Mais on est là et on va essayer de le prendre d'une manière fun, passer un bon moment parce que c'est notre dernier webinaire de la saison. On se retrouvera ensuite à la rentrée. Donc le but, c'est vraiment de passer un excellent moment et de dédiaboliser un petit peu aussi cette thématique-là. Donc, j'énonce quelques règles avant d'aller un petit peu plus loin. Tous les participants, donc je suis navrée, mais on ne va pas pouvoir avoir vos micros et vos caméras d'ouvertes. On est un peu trop et les lignes, la bande passante n'aimerait pas toutes les caméras en ligne en même temps. Donc, vous avez par ailleurs le chat qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Allez, moi, je vous fais un petit bonjour dans le chat. Comme ça, j'aurai laissé mon petit mot également. Et si vous avez un petit problème technique ou quoi, n'hésitez pas. Je jette toujours un petit œil sur ce qui se passe dans le chat. Et également, je vous conseille de poser vos questions dans le chat si vous avez des questions au fur et à mesure du webinaire et on prendra le temps, promis. Je suis maître du temps également, donc on prendra 15 minutes à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions de tous les participants et Marianne et Emmanuel se feront un plaisir d'échanger avec vous en direct à ce moment-là, donc éclatez-vous sur le chat. Si c'est OK pour vous, on va pouvoir commencer. Allez, on laisse un petit OK. Moi, je suis OK, je suis prête. On peut y aller. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit mot, même nous dire d'où vous venez, ce que vous faites, vous présenter dans le chat. On sera ravis de vous lire en même temps. Et puis même entre vous, ça sera hyper intéressant de savoir qui est qui. Donc, si vous êtes OK, on va pouvoir y aller et puis, voilà, essayer de trouver des bonnes pratiques et parler ensemble de voilà, cette fameuse thématique, comment en finir autrement avec le stress de l'hyperconnexion. Allez, c'est parti. Je vais laisser la parole à nos intervenantes Emmanuelle Barraud-Chevalier et Marianne Cloarec, qui vont se présenter toutes seules comme des grandes. Qui veut commencer à se présenter? Allez, Emmanuelle. Marianne. Je laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'occupe de la qualité de vie et des conditions de travail au service du commissariat des armées, donc une entité du ministère des Armées. On est 23 000. Et c'est vrai que le sujet des mails qui tombent très régulièrement, voilà, ça nous envahit les boîtes mail et c'est redondant. Voilà, ça remonte beaucoup. C'est un vrai stress pour toutes les personnes de nos services. Et puis aussi, je suis coach et je pratique l'hypnose et je suis sensible à ce stress. Voilà, ça me préoccupe. Donc, trouver des clés, échanger, et essayer de comprendre pourquoi et comment s'en sortir, comment mieux vivre, parce que de toute façon, ce sont des outils qu'on utilise. Donc, comment essayer de mieux les investir pour rester en santé et pour que nos entreprises aussi restent en santé. Voilà, donc on essaiera de vous partager des clés. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Emmanuelle, et c'est vrai que c'est 2 casquettes, même peut-être un peu plus de casquettes que tu as, nous permettra vraiment d'avoir un regard voilà, un peu sur différentes thématiques, enfin différents cas pratiques et différents terrains en fait sur lesquels tu vas pouvoir dans lesquels tu peux évoluer. Pardon. En gestion du stress notamment, oui. Super. Merci Marianne. Allez, je te laisse
1 minute 30 pour te, pour te présenter. C'est timé. Eh bien, moi, c'est Marianne Clorec. Donc, ça fait 7 ans que je suis dans l'hyperconnexion. Moi, au départ, j'étais organisatrice de mariage et c'est sur un mariage où certains étaient trop hyper connectés que je me suis dit, oula, il y a un vrai sujet. Et depuis, je me suis un peu assouplie. Je parle moins d'hyperconnexion je parle moins de déconnexion que de faciliter un digital non hyper connecté. Et aujourd'hui, je propose justement des conférences de sensibilisation en entreprise pour aborder ce sujet de la déconnexion et de l'hyperconnexion avec humour, parce que on peut pas. C'est un sujet qui est un peu trop stressant. D'ailleurs, Emmanuel l'a dit. C'est un sujet trop stressant pour être pris au sérieux, et il faut justement prendre un peu de recul. Et c'est avec humour que ça passe mieux, toujours. Je fais aussi des formations pour, en petits groupes, justement, concrétiser les pratiques numériques en entreprise un peu plus sereines. Et puis pour ceux qui sont vraiment hyper connectés, notoires, je fais du conseil individuel pour avoir des bonnes pratiques. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je suis ravie d'être là. Merci Marianne pour cette belle présentation, et pour moi qui connais l'histoire du fameux mariage et tout ton parcours derrière ça, c'est vraiment c'est un bel élément déclencheur en tout cas. Donc effectivement, bientôt les vacances, et j'entends beaucoup de personnes dire autour de moi génial, ouf, on va pouvoir arrêter, souffler un peu, etc. Mais moi, la première, hein, je le dis, je me mets dans le panier également en me disant enfin, on va pouvoir couper. Bon, on dit ça tout en faisant un webinar tous hyper connectés là, mais bon, trêve estivale, bientôt on reprendra à la rentrée, donc on se déconnecte seulement pendant l'été, mais c'est étonnant ça, je trouve quand même. Mais du coup, c'est quoi, Marianne, cette hyperconnexion? Moi, ça me fait un peu penser à une maladie. On est tous malades, on a tous chopé cette maladie de l'hyperconnexion. Eh ben, non. Ce n'est pas une maladie. En fait, c'est plutôt un comportement, vous voyez. C'est comme quand quelqu'un bâille, eh ben, avec le mimétisme, on a envie de bâiller aussi. Donc, il y a un effet. Si quelqu'un prend son téléphone et regarde, on ne sait pas trop, ses mails ou Candy Crush, eh ben, on va avoir tendance aussi à regarder son téléphone et puis à se connecter. Donc, c'est plutôt du mimétisme, en fait. Donc, on regarde par mimétisme son téléphone, mais au niveau des emails, etc. Eh bien, en fait, il faut voir que derrière ce comportement, il y a deux choses. Il y a autant de la surutilisation, c'est-à-dire que je vais trop utiliser mon téléphone portable, donc à outrance, hein, plus qu'il n'y a besoin, et la mésutilisation, qui est le fait d'utiliser un outil à la place d'un autre. C'est-à-dire, genre, je vais envoyer un SMS à quelqu'un qui est dans la salle d'à côté, par exemple. Et ça, ces deux outils-là, on peut les retrouver aussi en vacances. C'est-à-dire que, des fois, comme on a pris l'habitude un peu d'utiliser le digital alors qu'il n'y en a pas besoin, eh bien, en vacances, on continue à avoir ce comportement-là. Et s'il y a des signes d'inquiétude aujourd'hui qui peuvent se voir vraiment en vacances, eh bien, c'est quand on a ce réflexe, justement, d'utiliser le digital alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Et vous l'avez déjà en temps normal, hein, si déjà vous avez ce réflexe-là, si vous l'avez aussi en vacances, c'est encore plus un problème. C'est une vraie addiction, donc on est contaminé par tout ça. Tout à fait. Et il y a un autre truc aussi, c'est si en fin de journée, par exemple, on culpabilise, on se dit, punaise, j'aurais voulu passer plus de temps à faire des loisirs, à avoir d'autres personnes, à avoir des amis, à passer du temps en famille. Cette culpabilité, elle montre que effectivement, on s'est fait avoir un peu, on est un petit peu victime. Donc ça, c'est aussi un des signes d'inquiétude. Et en plus, si peut-être le fait d'être là aussi peut se dire, oh tiens, j'ai peut-être un petit doute. Est-ce que j'ai pas un petit stress sur le fait que je vais me connecter en vacances alors que j'en ai pas forcément besoin. Ouais. Et donc justement, je me dis, mais
tu parles du stress lié à l'hyperconnexion. Donc, on peut être hyperconnecté parce qu'on a besoin de ces outils lorsqu'on travaille, parce qu'aussi, on a des outils qui nous permettent de nous détendre, de nous permettre de... Je prends l'exemple des réseaux sociaux où souvent on va se dire « Oh bah tiens, on va aller regarder LinkedIn pour s'échapper un petit peu, passer un moment. » Est-ce que c'est vraiment lié à une source de stress, cette hyperconnexion ? Oui, parce qu'en fait, on voit surtout les avantages. On se dit « Bon, ben, je vais me tenir au courant. Je vais aller m'informer s'il y a des choses nouvelles, s'il y a quelque chose de sympa à faire, mais je ne vois pas le côté négatif. » Or, il y a un côté négatif à se connecter en vacances sur son mail ou sur ses réseaux sociaux qui est très pernicieux. C'est soit il y a quelque chose de nouveau. Et alors là, je retombe dans ma spirale du travail et c'est dommage parce que mon cerveau avait commencé une petite spirale de vacances, loisirs, détente où je me calme. Donc, pas de chance. Ou alors, pire, il ne se passe rien de nouveau. Et alors là, mais quelle déception, punaise. Bon, il y a un petit côté vide, un petit côté déception. Bah, j'ai pris du temps pour y aller et finalement, il n'y a rien. Et du coup, on se rend compte que finalement, qu'il y ait quelque chose ou pas de nouveau, d'y aller, c'est pas forcément formidable. Et je prends un exemple, l'exemple de Daimler. Daimler en Allemagne, ils ont fait le test qui est que lorsqu'une personne est en vacances, elle ne peut pas recevoir de mail. Tous les mails qu'elle reçoit, eh bien, l'interlocuteur reçoit une notification comme quoi votre mail a été détruit et la personne revient à telle date et donc vous pourrez la recontacter ensuite. C'était juste un test sur 1 mois et depuis, ils le refont toujours parce qu'il y a une baisse de l'absentéisme et une baisse des problèmes ensuite. Ouais, super exemple. Et effectivement, une très bonne pratique que Daimler a mis en place. Merci Marianne. Je vais laisser un petit peu la parole à Emmanuel et justement, on va un peu plus parler de ce fameux stress qu'entraîne l'hyperconnexion avec Emmanuel. Et donc, quelle est la nature vraiment de ce stress, Emmanuel, et quels sont les risques sur la santé ? Alors, on va rester sur le volet professionnel parce que c'est vrai qu'on parlait aussi des réseaux sociaux et il y a une forme alors c'est pas une addiction, mais c'est un comportement addictif. C'est bon, on n'est pas vraiment dans la pathologie, mais il y a une dépendance à ces outils-là. Mais sur le côté mail et professionnel, le problème, c'est qu'il y a un surinvestissement finalement de la sphère professionnelle aux dépens de tous les autres domaines de vie. Alors non seulement physiquement parce qu'on est en train de toucher son ordinateur pour regarder ses mails, donc on a les sens qui sont en éveil, mais aussi mentalement parce qu'il y a le cerveau a besoin de temps en temps de faire un break pour se changer les idées, comme des bulles d'oxygène, pour retrouver un peu ses esprits, ou parce que le stress du mail, il est extrêmement pesant, et notre cerveau, c'est une machine qui de temps en temps a besoin de faire des pauses sur tous les sujets. Quand on est constamment à penser à quelque chose, on finit par fatiguer parce qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir. C'est comme si on était tout le temps en mouvement et que, comme tout muscle, il finit par s'épuiser. Donc, le problème, c'est que le stress, on dit c'est du ciné. Et finalement, c'est comme contrôle. Quand on va regarder ses mails ou quand on regarde, comme tu disais, Marianne, tout à l'heure, les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas quelque chose, une information, alors nouvelle, donc ça c'est le N de ciné, c'est la nouveauté. Mais sur le contrôle, quand on regarde ses mails, on a l'impression de contrôler son environnement, de contrôler sa vie, parce qu'on sait. Et on a l'information. Voilà. Donc, on fait partie de cette communauté qui sait, qui a l'information. On a l'impression d'appartenir. Et puis, c'est toujours flatteur de se dire moi, l'info, je l'ai. Voilà. Donc, bon. Ça, c'est un premier pas. Et puis, il y a cet effet nouveau aussi. Et aussi, dans le mail professionnel, il y a l'instinct de loyauté envers son entreprise. On se dit, si je ne vais pas regarder mes mails et que je ne réponds pas suffisamment rapidement, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Voilà. Passer pour quelqu'un qui n'est pas réactif, qui peut-être ne sait pas répondre. Ah, il y a tout qui tombe. Et surprise, ce n'était pas prévu. Les joies du direct. C'est l'imprévisibilité aussi de mails, parfois qui tombent sans qu'on les attende. Mais en tout cas, sur cette histoire de loyauté envers l'entreprise,
on a l'impression d'être un peu esclave de ces outils et peut-être aussi de son employeur parfois. Mais en tout cas, on se sent la responsabilité de répondre rapidement, alors que l'urgence des uns n'est pas notre propre urgence. Donc, il faut savoir faire le distinguo entre tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, ça génère du stress. Et comme tu le disais, c'est pas bon du tout pour la santé. Ouais. On va avoir des répercussions physiques. La fatigue déjà oui. Premièrement, et puis des problèmes de sommeil, des problèmes d'obésité, parce qu'on va tomber dans la malbouffe ou dans le sucre, voilà. En tout cas, il y a un dérèglement du système digestif. Et puis on va aussi avoir des problèmes relationnels, avec des sautes d'humeur, de l'irritabilité, une incapacité à supporter, une forme de susceptibilité. Il faut que ça aille vite. Et puis aussi des problèmes comportementaux avec des soucis de concentration, on en reparlera tout à l'heure, des soucis de prise de décision. C'est compliqué de prendre des décisions. On a tellement d'informations, mais qu'on en fait, comment je fais le tri, quelle est la priorité, tout ça, on est complètement paumé. Et ce qui fait que pour la santé, il y a les risques cardiovasculaires qui augmentent, le diabète, le cholestérol, voire pire, voilà. Cette fatigue de stress, à terme, quand elle n'est pas gérée, il y a bien des symptômes avant qui nous alertent sur l'arrivée d'un burn-out. Mais à terme, on peut en arriver là. D'accord. Ouais. Merci pour ces précisions, Emmanuelle, et ton regard là-dessus. Et moi, ça me donne envie de vous poser une question à toutes les deux, parce que justement, on dit que cette gestion du stress et cette hyperconnexion et finalement, voilà, il faut être très attentif à ça. Et beaucoup ont l'impression que plus il y a de mails, plus on répond vite, plus on est dedans et plus on est justement loyal avec ses équipes, son management et sa direction, plus on est impliqué, engagé dans l'entreprise. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment performant ? Eh bien non, effectivement. Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, je me permets de répondre en premier. L'hyperconnexion ne va pas rimer avec performance. D'ailleurs, quand on voit la personne la plus connectée que vous connaissez, c'est pas forcément la personne la plus performante que vous connaissez. Et je vais prendre deux exemples. La première, c'est une grande philosophe qui s'appelle Blanche Gardin, qui a dit un jour, la première pensée qu'on a sur un sujet, c'est souvent de la merde. Et il faut du temps pour valider une idée et le monde entier n'a pas besoin de connaître toutes les étapes du processus. Et je trouve ça très vrai, c'est-à-dire que en fait, quand on est réactif et qu'on veut répondre trop vite, eh bien finalement, on n'est peut-être pas aussi pro que ça. Mm-hmm. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça amène ? Eh bien, ça amène un truc qui s'appelle le présentéisme numérique. Ça veut dire que je fais croire que je suis là, j'ai de la présence numériquement, mais finalement, est-ce que c'est vraiment travaillé ? Ouais. J'ai malheureusement connu l'exemple d'une personne en télétravail qui est là à bouger la souris devant l'écran pour montrer qu'on est là. Voilà, c'est ça. On n'a jamais rencontré cet exemple. Teams, de connecter à 9h. Et Emmanuelle, ton point de vue sur la performance justement et l'hyperconnexion ? Ah oui, non, mais c'est sûr que tout le stress engendré et cette hyperconnexion qui nous fait passer du coq à l'âne, un mail arrive, une notification du réseau social X, Y, tout ça, ça se démultiplie. Cette démultiplication-là fait qu'on est dans ce qu'on appelle, alors, il y en a qui parlent de multitasking, c'est-à-dire qu'on est sur plusieurs tâches en même temps. On va plutôt parler de microtasking parce que le cerveau humain ne peut pas être en conscience et sur plusieurs tâches en même temps. Alors, on n'est pas boutiqué comme ça, il faut arrêter de le croire. Quand on est sur une tâche, si on veut vraiment la faire bien, on se concentre dessus. Si on commence c'est un peu comme un gâteau qu'on découpe en fait en plein de parts, quoi. Soit je prends une part et puis je la prends bien, soit je prends plein de petits bouts de part et je commence à tomber dans la superficialité où je vais remplir mes dossiers de manière incomplète. Donc, pour devenir perfectionniste, il faut quand même se donner un petit peu les moyens de faire les choses bien. Et puis, on perd la concentration. On a, depuis 20 ans, divisé par 2 nos capacités de concentration. Donc, voilà, il y a encore 10 ans, on avait une capacité de concentration qui était sur une minute pleine. On est passé à 40 secondes. Donc, en fait, après, on
c'est schématique, mais on perd cette performance-là. Ça veut dire que personne n'est concentré dans ceux qui écoutent là, parce que ça fait déjà plus de 40 secondes. Zut. C'est ça, ouais. Oui, alors on est dans le passé, on est dans le futur, enfin, on part, des fois on est dans le présent, mais avec d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là en ce moment, enfin, reconcentrons-nous, recentrons-nous. Dans le cadre du travail, justement, moi j'ai l'impression qu'on on a de plus en plus d'outils justement sur lesquels on doit être réactif, présent, des suivis, des tableaux, des réseaux sociaux internes, du coup l'entreprise même nous demande d'être hyper connecté sur l'ordinateur, le téléphone, etc. Donc, chacun essaye de gérer un petit peu ça à sa manière. Mais Marianne, qu'est-ce qu'elle peut faire vraiment l'entreprise pour homogénéiser ses pratiques numériques sans être non plus dans de la tyrannie? Oui, parce que jusque-là, on a parlé comportement individuel. Mais c'est vrai que l'entreprise, on se rend compte qu'avec la transition digitale, a eu une forte tendance, notamment en confinement, à rajouter énormément d'outils numériques à disposition. Et finalement, il y a des doublons quand même. Et tous ces outils font que des fois, on ne sait plus où chercher l'information, où mettre un document ou une information. Il faut voir que 35% des salariés français mettent plus d'1 minute pour trouver une information ou un document, le bon. Et effectivement, là, on parlait de 40 secondes de concentration, zut, on les perd déjà. Et du coup, la solution qu'il peut y avoir pour ces entreprises, ça n'est pas forcément d'homogénéiser au niveau de toute l'entreprise, parce que il y a des métiers différents. On ne peut pas comparer des pratiques digitales d'un comptable à la Défense et d'un commercial en Ardèche. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'ils vont utiliser le même outil. Non. Par contre, ce qu'il faut pouvoir mettre en place, donc donner le droit, c'est par petits groupes de dire, le petit groupe de commerciaux en Ardèche et le petit groupe de comptables à la Défense, les outils principaux que vous utilisez pour communiquer, pour mettre vos documents, pour chercher. Et il y en a d'autres, mais vous ne les utilisez pas. Et se dire entre nous, OK, on va se calmer, on va dire, on n'utilise qu'un seul outil à chaque fois et on est tous d'accord. C'est comme une petite charte entre nous, feuille de route, comme un peu un règlement intérieur. Vous savez, on a un règlement intérieur pour le bâtiment, il faudrait peut-être un règlement intérieur pour les outils. Oui, c'est ce qu'on appelle la charte des connexions aujourd'hui, charte des connexions, télétravail, etc. Elle est vraiment au niveau de l'entreprise, alors que c'est un très bon pas, c'est un premier pas, mais on peut aller plus loin parce que cette charte, elle est trop globale pour parler à tout le monde. Oui, surtout qu'une entreprise a une organisation quand même assez particulière en fonction des services, en fonction des localisations, etc. Et merci d'ailleurs d'avoir illustré ça avec l'exemple du commercial en Ardèche et du comptable à la Défense. J'ai trouvé ça assez extrémiste, mais justement, qu'il y a des différences. Et du coup, justement, Emmanuel, tu as l'habitude de travailler justement avec le ministère des Armées, qui on est sur des dimensions d'un groupe assez important. Tu parlais de 10 000 employés, de 10 000 personnes au ministère. Nous, au service du commissariat des Armées, on est 23 000. 23 000, pardon. 23 000 quand même. Et est-ce que vous avez pu imaginer des bonnes pratiques organisationnelles, même managériales, pour éviter de tomber dans l'hyperconnexion? Des choses que vous avez pu mettre en place ou en tout cas qui peuvent être pensées? Oui. Il y a, comme tu disais, la fameuse charte. Alors, de l'utilisation du mail, déjà, parce qu'on a sensibilisé à la bonne utilisation de cet outil. Est-ce que le message que j'ai à passer, par exemple, c'est une question qu'on essaye de s'habituer à se poser avant d'envoyer un mail. Est-ce que j'utilise le mail ou j'appelle? Et on incite beaucoup les gens à ressortir de leur bureau. Déjà, les portes sont ouvertes.
Voilà, quoi qu'il arrive, toutes les portes sont ouvertes, personne ne ferme. Bon, ça, c'est un peu partout, je crois, aujourd'hui dans les entreprises. Et puis, on invite les gens à monter dans les étages, à bouger, à sortir de leur bureau pour aller répondre ou demander un dossier et non pas passer par un mail juste pour dire bah oui, ou alors passer un coup de fil. Alors déjà, ça évite la sédentarité, c'est un peu le fléau, avec le télétravail aussi ces dernières années et la crise. Donc, il faut réapprendre à bouger. Donc, c'est plutôt de la sensibilisation qu'on fait pour le moment sur ce sujet-là. Ensuite, sur les outils, il y en a tellement. On essaye de s'habituer, comme le suggérait Marianne tout à l'heure, à se mettre d'accord quand il y a un projet qui est lancé sur quelle plateforme, quel outil on va utiliser pour échanger. Et puis, on fait beaucoup de réunions. Donc, on se voit. Voilà. D'accord. Ouais. Pour effectivement des équipes qui sont dans des locaux ensemble, c'est vrai qu'il y a c'est des pratiques à pousser. J'ai même l'exemple c'était Guillaume Aubin, qui est responsable de l'expérience collaborateur à l'Île-de-France, qui disait qu'il mettait du mauvais café dans les machines à café dans les étages et qui mettait un superbe café excellent à la machine à café au rez-de-chaussée pour que tout le monde descende à la machine à café du rez-de-chaussée. Et c'est une pratique qui a été validée et aussi utilisée par le groupe Orange. Donc ça, là, voilà, on déborde un petit peu du stress lié à l'hyperconnexion, etc. On est même au-delà, on est dans recréer du lien et du collectif. Et décrocher permet aussi d'avoir des échanges un peu plus, un peu plus humains. Et j'en profite du coup pour vous partager quelque chose, vu qu'on est dans le thème, c'est que j'ai eu souvent des collaborateurs dans des entreprises, des remontées de terrain, qui me disaient « Mais nous, on fait tout par mail, on rédige tout par mail pour se protéger, parce que ça laisse une trace écrite et qu'aujourd'hui, les écrits restent et les paroles s'envolent. » Et du coup, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a du coup des problèmes managériaux, de confiance, etc. derrière ça. Mais le mail, aujourd'hui, est aussi beaucoup utilisé pour ça. Et tous les échanges, j'ai vu dans des équipes, mais un simple bonjour, au revoir, envoyer un document, des choses, mais qui pourraient être dites d'un bureau à l'autre. Des personnes qui sont assises à côté dans un bureau, qui s'envoient des mails pour garder justement une trace écrite et avoir tout le monde en copie, etc., pour se protéger. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quel dommage. J'allais dire, ça fait mal au cœur, mais c'est une erreur. Il y a un problème de confiance dans les équipes. Oui. Parce que la communication écrite, c'est qu'un très faible pourcentage de la communication globale. C'est 7%. Donc en fait, 7%, ça veut dire qu'on a 93% de chances de pas se faire comprendre correctement. Et du coup, ça pousse à l'hyperconnexion. Donc moi, j'ai un peu envie parce que c'est très souvent dans les webinaires de l'annuaire QVT, on expose effectivement pas mal de sujets, pas mal de théories aussi, et on récupère des bonnes pratiques des intervenants. Mais souvent, on nous dit, c'est sympa, mais en vrai, là, sur le terrain, comment on fait? Et donc, pour ça, j'ai un peu voulu vous mettre un peu à l'épreuve et vous exposer des cas pratiques qui existent dans les entreprises et savoir justement comment on pourrait réagir à ça et comment, en tout cas, peut-être commencer à sensibiliser. Donc, je commence par Emmanuel à t'exposer un cas pratique et Marianne pourra éventuellement aussi répondre à ça. J'en ai deux. Donc, c'est un trimestre vraiment décisif pour l'entreprise. Je suis manager et j'ai besoin vraiment que mes équipes se mettent les bouchées doubles. Il faut qu'on soit à fond. On est charrette là en ce moment pour atteindre les objectifs. Comment moi me prémunir déjà et prémunir mon équipe de l'hyperconnexion? Alors, ouais, dans ce rush-là, cette pression-là, première chose toujours des moments charrette en entreprise, on est d'accord, des moments où
Alors, les moments charrettes, on peut les anticiper, en fait. Si on prépare bien le projet, si on anticipe le rétro-planning, enfin, si tout ça, c'est bien calé, dès le démarrage, on n'est pas forcément charrette, au final. Okay. Donc, l'objectif premier, c'est de programmer une réunion de lancement ultra calée, une vraie réunion constructive où on va toute l'équipe projet va avoir l'information du rétro-planning. Voilà. Chacun saura son rôle, ses tâches, les deadlines. En fait, on fixe des objectifs SMART et des sous-objectifs. Tout est écrit, tout est programmé, tout est communiqué. Et du coup, ça évite les questions qui vont forcément fuser par mail. Ah, mais j'ai oublié ça, mais comment on fait ça, mais qui s'occupe de ça? Ben non, ça a été dit en réunion, il y a un dossier. Alors, on a peut-être une plateforme collaborative où tout est implémenté dessus, donc on peut facilement aller chercher l'information. Et puis ensuite, au fur et à mesure du projet, pendant ce trimestre, eh bien, des réunions quotidiennes. On peut faire les 5 minutes du matin juste pour se dire qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui. Et si tu as un point de blocage, lequel est-ce? On essaye de le lever ensemble. Qui peut aider? Ça, c'est 5 minutes, vraiment, c'est flash. Chaque matin, on sait ce qu'on a fait, on sait où on va. Et puis, une fois par semaine, on réunit l'équipe, encore une fois, pour faire le point. Là, on élimine pas mal d'incertitudes et de mails, en fait, au final. Et dernier point, pour se prémunir en termes de santé, on se programme des pauses rituelliques. Alors, dans les pays du Nord, ils appellent ça la pause FICA. Je trouve ça très joli. FICA FICA, F-I-K-A. D'accord. Donc, en fait, on fait 5-10 minutes maximum de pause à 10h le matin, à 15h l'après-midi. On se retrouve à la machine à café, on mange un petit morceau de chocolat et on ne parle pas boulot. Voilà, on se retrouve… Et on a vraiment le temps de prendre des pauses dans ces moments-là? Oui. Alors, en fait, si on ne prend pas la pause… on est tellement saturé d'informations, on est très concentré, on produit. Le cerveau, il a besoin à un moment donné de se mettre un petit peu pour se relancer. Si je ne me relance pas en faisant la pause, à un moment donné, je vais m'épuiser et je ne vais plus rien produire, comme on disait tout à l'heure, en performance. Si je fais ma pause, je prends un temps de calme et de repos, je reconstruis un peu mes connexions neuronales et derrière, je vais être à nouveau ultra productif, ce qui n'aurait pas été le cas si je ne m'étais pas arrêtée. Ça n'est pas une perte de temps. La pause, c'est un moment constructif pour relancer l'énergie intellectuelle et physique. D'accord. Donc, si on est une personne comme moi et qui on est complètement focus dans ce qu'on est en train de faire, je suis capable d'oublier, de prendre des pauses. Ouais. Et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là. La bonne pratique à suivre, c'est donc de se mettre un petit rappel, un petit réveil pour prendre une pause. Ouais, encore bon, là, c'est peut-être aussi au cas par cas, il faut respecter son propre rythme chronobiologique, enfin voilà, il faut bien apprendre à se connaître pour savoir comment on fonctionne. Si tu as des plages horaires de 3-4 heures occasionnelles ou vraiment tu es à fond dedans, ok, mais quand c'est continuel sur un trimestre, ça peut pas fonctionner en termes de… Ça, à un moment donné, on s'épuise. Tu sais, il y a des moments où on sent qu'on n'arrive plus à produire, il n'y a plus d'idées dans le cerveau qui sortent. Ouais. Et c'est le mur, donc c'est là, c'est le déclencheur, il faut s'arrêter. Dans notre cas pratique, le manager, lui, se met à la même enseigne que les collaborateurs. On prend des pauses. Voilà. Et son rôle, c'est vraiment d'être dans de la planification et de l'organisation des tâches pour prémunir son équipe. Ouais, et de les surveiller dans le sens bienveillant du terme pour prendre soin d'eux. Et puis, son objectif, c'est de conduire le projet jusqu'au bout sans perdre personne. Ok. Merci Emmanuelle pour cette réponse à ce cas pratique. On passe au deuxième cas pratique pour Marie-Anne. Allez. Et il y en a peut-être qui se reconnaîtront ici parce que du coup, le deuxième cas pratique, c'est je suis community manager. Donc, mes outils de travail sont les outils numériques. Donc, je gère des comptes Facebook, des comptes Instagram, des comptes LinkedIn d'entreprise. Et en parallèle, je gère une petite partie de la com interne. Donc, je suis en permanence connectée à des outils numériques. J'ai 15 onglets et 8 applications ouvertes. Est-ce que je suis vraiment foutue là? Eh ben oui. Mais non, vous inquiétez pas.
Non, on n'est pas foutu, mais souvent j'entends que non, mais c'est bien tout ce que vous racontez, mais ça ne marche pas si je suis community manager. Eh bien, en fait, non, vous inquiétez pas, ça marche aussi. Alors, c'est différent. Pour ça, en fait, je réponds souvent, vous savez, quand on a plein d'outils, d'onglets qui sont ouverts et d'outils qui sont ouverts, c'est comme s'il y avait des tâches de fond derrière dans le cerveau qui tournent tout le temps, genre, mince, est-ce qu'il se passe quelque chose dessus? Et ça fatigue. Vous avez vu d'ailleurs votre ordinateur, quand vous avez besoin qu'il soit vraiment performant, vous voulez fermer les onglets. Eh bien, pour notre cerveau, c'est un peu pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être foutu, justement? Première chose, c'est justement d'avoir des vraies plages horaires pour chaque outil. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous regardez sur une semaine, par exemple, combien d'interactions vous avez et vous faites sur chacune de ces plateformes. Donc, vous dites, ben voilà, il y a une moyenne de temps d'interaction sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter par jour. Ok, vous dites, bon, bah, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'ai autant de petites plages horaires qui se succèdent. Et donc, c'est une plage horaire exprès et dédiée, avec un temps limité. Mais avant d'y aller, je me fais un petit objectif. Genre, quel est mon objectif avant d'y aller? Je me dis, allez, je me fais un petit post-it. Vous avez des petits post-it quand même. Vous écrivez sur le post-it, en une phrase, mon but avant d'aller sur Twitter, c'est de parler de mon webinaire sur l'hyperconnexion avec Emmanuel, c'est de remercier pour la semaine dernière ou autre. Enfin, j'ai un objectif avant d'y aller et mon but, il est de remplir cet objectif-là. Comme ça, au moins, on ne tombe pas dans le... c'est moi qui maîtrise. Vous voyez. D'autre part, il vaut mieux éviter d'avoir des notifications dans ces cas-là, parce que si j'ai planifié mes 30 minutes sur Twitter, s'il vous plaît, la notification Facebook comme quoi j'ai une réponse à mon interaction de tout à l'heure, c'est pas grave, j'en ai pas besoin parce que j'ai prévu un autre petit créneau Facebook ensuite dans la journée. Je n'en ai pas besoin. Donc, on enlève ces notifications et on enlève aussi les petits pop-ups sur l'ordinateur. Et enfin, eh bien, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais d'enlever les raccourcis, ça aide. Parce que quand on regarde son ordinateur et puis qu'on ouvre une fenêtre et qu'il vous propose les raccourcis qui donnent envie, bah, c'est difficile de ne pas y succomber. C'est un peu comme si vous étiez addict au dragibus et que vous aviez mis un gros bol de dragibus en face de vous en disant « Non, je n'en prendrai pas ». Pas facile quand même. Il faut quand même se donner des clés et se donner la possibilité d'y arriver. Et donc, je conseille souvent d'enlever les raccourcis et même d'enlever sur la première page la possibilité d'aller sur des réseaux qui deviennent un peu addictifs facilement. Et donc, pendant les vacances, ça me fait faire le pont sur, préparer un petit peu la déconnexion des vacances, et aussi enlever éventuellement nos applications, des choses comme ça sur les téléphones qui nous serviront peut-être pas, à part le GPS pour prendre la route. Oui, exact, tout à fait. Alors, pour le téléphone, en fait, c'est encore, il y a plusieurs choses qui marchent très, très bien. Avant de partir en vacances, c'est déjà vous savez, quand vous arrivez, vous avez un écran d'accueil. Et sur l'écran d'accueil, c'est de rien mettre à part les appels et les SMS, voire le GPS, si vraiment c'est des choses dont vous allez avoir besoin vraiment. Tout ce qui est autre, Facebook, mail et autres, hein, vous avez aussi droit d'avoir une petite addiction à lemonde.fr, que sais-je, ça, vous mettez sur la page d'après. Ce qui veut dire que quand vous allez sur votre téléphone, vous ne voyez pas tous ces applis-là. Et deuxièmement, il y a un autre truc à faire aussi avant de partir en vacances, c'est vous passez votre téléphone en noir et blanc. Pourquoi? Parce que le téléphone surcharge les couleurs et donc maximise les couleurs, ce qui fait que ça fait plus beau que dans la réalité. Mais en passant en noir et blanc, ce n'est pas le cas et vous avez moins envie d'y rester. D'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait passer le téléphone en noir et blanc. Je viens d'apprendre quelque chose. Ça fait un moment, du coup, quel que soit votre téléphone, vous pouvez.
Merci Marianne. Emmanuel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce cas pratique? Bon, j'aime bien l'idée de segmenter, de choisir des petites plages horaires. Alors pour aller visiter Insta, LinkedIn, Facebook, etc. Mais ça marche aussi pour tous nos dossiers, en fait. Oui. Choisir de se concentrer sur telle tâche, voilà, et ne pas filer dans, ah ouais, mais il y a ça aussi. Et puis après, quand on est au bureau, il y a le collègue qui passe à la porte, qui vient nous couper. Alors là, bon, on est dépendant on peut pas gérer. Oui, c'est vrai que ces micro-pauses-là, malgré nous, on n'est pas dans l'hyperconnexion, mais les effets sont les mêmes, quoi. On voit bien que la concentration, elle file. On doit se poser sur une autre tâche et revenir sur la tâche initiale. Faut se remettre dedans et ça demande un certain temps. Et c'est beaucoup de fatigue parce que comme c'est du stress, comme il y a eu un changement, ce n'était pas prévu, et tout notre organisme a reconcentré l'énergie pour revenir sur la nouvelle tâche. Et ça, au bout de la journée, on n'en peut plus, quoi. Donc, c'est compliqué de rester concentré dans notre monde, mais ça fait partie de notre vie aujourd'hui. C'est ce que Sophie Leroy appelle des résidus d'attention. Dès qu'on est déconnecté, dès qu'on est interrompu par un sujet, que ce soit volontairement, hein, c'est moi qui ai choisi d'aller regarder un peu un dossier, ou que ce soit le collègue justement, eh bien on a des bouts de notre attention, de notre 100% d'attention du jour, hop là, qui vont rester sur le sujet. Et donc, on est d'accord que plus on se fait distraire, et moins notre bol d'attention il est plein, quoi, au fur et à mesure. Et du coup, en plus, on se dit, mince, je ne suis pas à 100% sur ma tâche. C'est ça, ouais. On s'éparpille, ouais. Et il y a une vraie forme d'insatisfaction à la fin de la journée à se dire, j'ai l'impression de ne rien avoir fait. On a fait 1000 micro-tâches, on a avancé sur plein de choses très, très lentement, mais du coup, la satisfaction, elle n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est pas bon non plus pour la santé. C'est pas motivant. L'épanouissement aussi. Merci pour ça. Donc là, je vais avoir une dernière question que j'ai l'habitude de poser à la fin des webinaires. Quel est l'ingrédient... Je me suis plantée de prénom sur la slide. Quel est l'ingrédient secret pour éviter de tomber dans la marmite de la potion numérique? Donc, si vous aviez un ingrédient secret à nous partager, lequel ce serait, s'il vous plaît? Marianne, vas-y. Allez, je commence. Eh bien, moi, un ingrédient secret, c'est une montre. Oui, une montre. Parce que je vous connais. Vous voulez savoir l'heure, vous allez regarder votre téléphone portable et tadam, vous allez regarder vos applications aussi, forcément. Et en plus, après, je vais vous demander, c'est mon petit côté un peu sadique, je vais vous demander alors, il est quelle heure? Vous en savez rien du tout. Non, mais c'est vrai. On se laisse happer très facilement en regardant son téléphone portable. Donc, et une montre, eh bien, déjà, c'est pas mal. On le garde. Ah oui, J'adore. Emmanuel? Alors, moi, mon ingrédient magique, ce serait de se réapproprier son temps, de le réinvestir objectivement. Donc, c'est la pleine conscience. Voilà. Donc, travailler sur l'instant présent, être dans ses propres sens, en fait, les mettre en éveil et rester concentré. Fermement, mais avec bienveillance, pour rester sur sa tâche et décider de rester concentré sur cette tâche-là. Et qu'effectivement, s'il y a des notifications, c'est OK. Mais plus tard, je sais qu'il y a un truc à aller voir, mais ce sera pour plus tard. Parce que là, j'ai décidé d'être sur cette tâche-là. C'est un entraînement. C'est de l'entraînement. On est tellement curieux, on a un cerveau qui est extrêmement curieux. Donc, dès qu'il est sollicité, il y va, quoi. Ah oui, il a faim tout le temps de nouveautés, donc il faut le canaliser. Ça, c'est Sébastien Boller qui l'a dit dans Le Bug Humain, vous savez, où justement, c'est issu de notre côté très archaïque, où l'homme, pour survivre, a besoin du maximum d'informations de son environnement, donc il est hyper ouvert, mais il n'est pas du tout prêt à avoir trop d'informations. Non.
Ça va tellement vite en plus que ça rentre pas dans la mémoire profonde. Donc l'info, on l'oublie aussi vite qu'on l'a lu. Donc ça sert à rien. C'est vraiment du temps perdu. Donc recentrons-nous. Voilà. Prenons le temps de bien lire les choses. C'est comme quand on lisait la consigne à l'école avant de répondre aux problèmes de maths, quoi. Quand on allait trop vite, on répondait hors sujet. Voilà, c'est pareil. Merci pour ces ingrédients magiques, Marianne et Emmanuel. Avec ces 2 ingrédients, déjà, je pense qu'on peut déconnecter, en tout cas, maîtriser un peu plus ces connexions. Et passer un bon été. Je vous remercie pour ça. Il va être l'heure de passer aux questions de nos participants. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. D'ailleurs, chers participants, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, des questions, à les reposer. Je vais ouvrir le chat et récupérer toutes vos questions pour les poser à Marianne et Emmanuel. Hop. Donc, j'ai vu passer, je vais vous en lancer déjà une qui a été lancée au début des questions. Tic, tic, tic. Alors, il y avait un onglet questions. C'est vrai que là, je dois aller refaire un petit peu le chat. Je m'excuse pour le... Alors, on a Cyril qui nous demandait et qui nous disait ce n'est pas nécessairement le temps passé devant les écrans, mais plutôt la manière dont on les utilise, la pratique qui a un impact négatif. Qu'en pensez-vous? Marianne, vas-y. Effectivement, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'outil en lui-même n'est pas à jeter. C'est la façon dont on l'utilise, on est d'accord. Et justement, pour ça, il faut analyser, savoir qu'est-ce que j'en fais et quelles sont mes habitudes de consommation digitale. Moi, je pense que je propose, c'est d'installer sur une semaine et de désinstaller après. Quand c'est fini, il faut désinstaller. Sur une semaine pour voir comment je me comporte et qu'est-ce que je fais avec mon ordinateur et mon téléphone et ma tablette pour justement prendre du recul et se dire vraiment objectivement, puisque qu'est-ce que je fais avec le digital et qu'est-ce que je peux améliorer et être là dans l'autonomie, se dire moi j'ai envie de m'améliorer et de changer. Merci. Je passe vite à la question suivante parce qu'il y en a pas mal. José qui nous demande que constatez-vous sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion? Est-ce que vous avez déjà vécu un petit peu des entreprises, avez-vous des cas en fait d'entreprises, Marianne par exemple ou Emmanuel au commissariat du service des armées sur ce droit à la déconnexion et qu'est-ce qu'on constate en fait dans la mise en œuvre réelle? Alors, pardon, je réponds. Vas-y. Sur le droit à la déconnexion, en fait, souvent c'est quand même vu comme quelque chose de tyrannique à travers la charte qui n'est pas toujours adaptée à tout le monde, comme on l'a dit. Moi, j'ai un exemple concret qui était justement une journée déconnectée pour les managers. Et à la fin de la journée, il y a un des managers qui rallume son téléphone et qui se rend compte qu'il a des personnes dont il est en charge qui l'a appelé une quantité de fois insoupçonnée. Je ne vous donne pas le chiffre, mais il l'a appelé énormément. Il s'est dit, mais pourquoi? Et je vais faire en sorte de le virer parce que vraiment, ce mec-là, mais c'est pas possible, il m'a appelé tellement de fois. Et il s'est rendu compte que, en fait, c'est finalement son propre comportement à lui. C'est-à-dire que comme lui, normalement, il n'est jamais déconnecté, il a tendance à répondre à cette personne et donc à répondre à son besoin. Et finalement, il s'est dit, ah mince, mais je pourrais peut-être lui apporter plus de possibilités d'initiative et d'autonomie et le laisser un peu plus gérer ses propres problèmes sans répondre à chaque fois. Et vous voyez, finalement, au lieu de le virer, il a changé sa méthode de management suite à cette anecdote. Très bien. Et Emmanuel, sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion, est-ce que nous, c'est pas de mail en dehors des horaires de travail. Alors, c'est impossible à faire à 100%, mais c'est un principe. Ouais, c'est un principe. Alors, le week-end,
On a les ordinateurs à la maison avec le télétravail pour beaucoup. Mais bon, voilà, on essaye vraiment de faire attention. Il y a que les très, 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 très grands chefs qui dorment 3 heures par nuit qui réussissent à nous envoyer des mails à 4 heures du matin. Mais franchement, ça se calme. Tout le monde joue le jeu. Enfin, voilà, on respecte ce rythme du travail et du coup, les temps privés. Justement, on a un participant qui écrivait dans le chat, déjà respecter les horaires de travail et éviter d'envoyer des emails en dehors de ceci. C'est un grand pas. Ouais, d'écrire à 3 heures du matin et d'arriver à la réunion à 8 heures en disant « Vous avez vu mon mail ?» Non. Non. Ça s'appelle des astreintes, hein, sinon. Oui, c'est ça. Des horaires. Et normalement, c'est payé, ça. Hein. On a Anthony dans le chat qui nous dit « Un grand chef qui envoie un mail à 4 heures du matin, est-il vraiment un grand chef ?» Oh, vous avez 4 heures. Oui, je confirme, c'est un grand chef, j'ai connu. Ouais. Il dorme peu et il y en a des très, très bien. Oui, voilà. C'est pas un comportement clé qui démontre la capacité à être un grand chef. Non, après, on a chacun nos rythmes, on a chacun nos habitudes. Tout à fait. Donc, il faut bien se connaître, en fait. Côté exemplaire, quand même. Hein. J'ai justement en parlant justement de chacun nos rythmes, etc. Il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont du matin très tôt et donc qui gèrent leur mail en dehors des horaires de bureau classiques, on va dire. Il y a une possibilité de programmer les envois de mail et de les rédiger du coup en amont dans nos boîtes mail et les envoyer sur des horaires, les programmer pour qu'ils s'envoient sur des horaires de travail. Aujourd'hui, nos boîtes mail nous permettent ça. C'est encore mieux quand l'entreprise le fait, parce que c'est pour tout le monde. Ouais. Si vraiment il y a besoin, on s'appelle. On a Marie qui nous demande « Que pensez-vous de la peur d'être isolé si on est déconnecté ? Travail, mais aussi socialement, les gens ne comprennent pas forcément ce besoin. » Eh ben non, en fait, ça, pareil, c'est la peur qu'on a nous, mais en fait, en faisant l'expérience, donc je vous conseille de faire l'expérience sur une semaine, l'image qu'on donne aux autres, elle ne change pas. Les gens ne se sont pas rendus compte que vous étiez moins connectés. Alors, par contre, vous avez plus de temps pour vous-même. Alors là, c'est la relation à soi-même qui doit changer, peut-être. C'est ça, ça permet de se réinvestir soi, se redensifier soi. Mais franchement, je connaissais un chef d'exploitation chez Veolia qui regardait ses mails qu'à 11h et à 17h. D'accord. Je l'ai su, mais 3 ans après avoir commencé à travailler avec lui. Je suis d'accord. Je ne vois pas. Ouais. Merci pour ce retour. Et effectivement, je crois que c'était assez important de parler de ce côté isolement et du sentiment qu'on peut avoir de se dire « Ah bah, si je ne suis pas connectée, je vais être isolée. » Et on peut le ressentir beaucoup sur les réseaux. Enfin, moi, je suis très connectée à LinkedIn et on se dit « Bon, bah, si on n'est pas connecté sur LinkedIn tous les jours, on va rater quelque chose. Mais non, finalement. On a José qui nous reparlait du stress et qui nous demande quel lien, comment définir vraiment le lien entre stress et hyperconnexion. José, je suis navrée, mais je crois qu'on a déjà quand même bien abordé le sujet. Mais si vous voulez redire un tout petit mot dessus, éventuellement, Emmanuel, peut-être. Comment le définir vraiment, ce lien entre stress et hyperconnexion? C'est ce besoin de contrôle, en fait. Quand on a le contrôle sur une situation, on se donne toutes les chances de bien la gérer. Et c'est notre instinct de survie qui est sollicité à ce moment-là. Et le cerveau va déclencher tout un tas d'hormones, justement, pour mettre en action les réactions pour réagir de manière adéquate à la situation. Pour garder le contrôle, pour réagir à la nouveauté, à l'imprévisibilité du mail, de ce qu'il y aura dans le mail. Voilà, pour garder tout ce contrôle-là. Donc, c'est une réaction biochimique de stress. Donc, c'est un critère, en fait. Le critère de contrôle va déclencher du stress. Donc, avec les impacts sur la santé, l'émotion, de peur, de colère, parfois aussi. Voilà, il y a toutes les émotions qui sont… On ne peut pas parler de stress sans parler des émotions. Oui.
C'est vrai qu'on était assez limité dans un webinaire d'une si courte durée pour rentrer au-delà de tous les effets finalement que ça peut avoir sur la santé psychique, même la santé sociale, etc. Mais on a balayé rapidement. Merci Emmanuel d'ailleurs. C'est ça le ciné, c'est les 4 critères qui sont des critères de définition du stress. Le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego touché. À partir du moment où il y a l'un de ces critères dans une situation, on génère du stress. D'accord. Seulement un, on n'est pas obligé d'avoir le package. Il en suffit d'un et on est dans du stress. Alors quand il y en a 2 ou 3 ou 4, alors là c'est waouh, profusion d'hormones de stress, ça c'est pas terrible. Alors quand c'est soudain, que ça dure pas longtemps, bon, c'est plutôt bénéfique et puis ça, c'est la forme de trac. Ce stress-là qui arrive tout d'un coup parce qu'il faut réagir rapidement. Quand c'est chronique, que c'est tous les jours, qu'il y a de plus en plus de dossiers, qu'on a des collègues un peu envahissants, etc. Oui, mais ça n'est pas forcément lié au nombre, parce que là on parle hyperconnexion, mais attention, c'est pas forcément lié au nombre de mails, ou au nombre d'interactions, ou au nombre de messages Teams qu'on reçoit. C'est vraiment, on parlait justement de quantité, de qualité de connexion tout à l'heure. C'est ça. Moi, je dis souvent, quand on reçoit un seul mail, on a déjà 3 types de stress. Qui est le premier, je vais peut-être avoir un changement de mon emploi du temps de la journée. Le deuxième, je vais devoir peut-être me justifier de ce que j'ai fait la semaine dernière. Et le troisième, c'est devant tout le monde, devant la place publique. Il y a plein de gens, parce qu'il y a un nombre de gens en copie, même des gens que je ne connais pas. Et ces 3 stress-là sont très différents et ils arrivent sur un seul mail. Donc ça, c'est d'où l'impact que ça peut avoir, même en vacances, du coup, à regarder, à avoir peur du mail. Inconsciemment. Je crois qu'on a balayé un petit peu toutes les questions des participants. Je vous laisse, on a le temps encore de répondre à une question si vous voulez, chers participants. Sinon, moi, je trouve que j'avais bien envie de relater un peu ce qu'on retient, et j'ai vraiment retenu quelque chose de très important, c'est ce côté mimétisme et exemplarité finalement. Et c'est quelque chose que j'ai pu vivre avec toi, Marianne, où c'est écrit tel quel dans ta signature mail que tu n'es pas connecté, par exemple, tel jour, ou sur ta boîte vocale également. Et je trouve que d'avoir ce côté un peu exemplaire et assumer qu'on se déconnecte, c'est aussi aider finalement les personnes qui vont nous envoyer des emails ou qui vont essayer de nous rejoindre, et peut-être de les faire se questionner sur leur propre comportement numérique finalement. Et j'ai beaucoup apprécié ça, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir et à partager avec nos participants aujourd'hui. Merci bien. Pour vous dire, en fait, je suis passée à un cap supérieur, puisque en début d'année, j'ai décidé de revenir au petit Nokia 3310 qui ne va pas sur Internet en fait. Et c'est purement un souhait personnel, donc vraiment pour tester. Et finalement, le plus compliqué, c'est d'y aller. C'est de se dire, allez, je vais lâcher mon iPhone, je vais le lâcher. Et cette période-là est un peu longue et compliquée. Et au moment où on y arrive, en fait, ça ne manque pas. Voilà. Super. Et là, on a Anthony qui nous partage aussi une de ses bonnes pratiques. Il coupe son téléphone tous les matins de 8h à 10h, par exemple. Bien aussi. Voilà, chacun, après, je pense, utilise des petites techniques à lui qui lui convient. On peut faire des routines de déconnexion le soir en quittant le bureau aussi. D'accord. Alors, soit par la méditation ou en posant le téléphone quelque part, pareil, pendant un certain temps, pour ne pas le regarder. Vraiment faire ce rituel-là pour se dire, là, je me déconnecte en conscience et passer à autre chose, à la vie privée, au sport ou à sa vie. Voilà. Exact. Si on a un téléphone professionnel, peut-être le laisser au bureau. Oui. Ouh là là. C'est pas forcément simple. Écoutez, je vais vous remercier pour toutes les deux pour ce temps d'échange qui était très intéressant, enrichissant, et qui nous donne vraiment de bonnes idées
pour déconnecter cet été, mais au-delà même. Et pour tous ceux qui ne partent pas en vacances tout de suite, ou qui ne pensent pas déconnecter tout de suite, c'est des bonnes pratiques qu'on peut utiliser en fait juste dans notre quotidien, pas que pendant l'été ou pendant les vacances. Donc, merci énormément à toutes les deux. Pour tous les participants, j'ai laissé vos profils LinkedIn dans le chat pour qu'ils puissent se connecter à vous, justement. On parle d'hyperconnexion, mais je vous donne quand même les profils LinkedIn. Vous êtes connectés à certains moments, je pense, dans la journée quand même. Oui. Et du côté de l'annuaire QVT, également, on se retrouve à la rentrée, mais d'ici là, on peut se capter sur les réseaux. et également, profiter de l'été pour se déconnecter complètement aussi. Et puis, qui sait, on peut aussi s'envoyer des cartes postales pendant l'été. Très bonne idée. Ouais. Effectivement. Je vous remercie à tous, merci. J'ai été ravie de passer ce dernier webinaire de la saison avec vous. Merci à tous les participants qui étaient là pour votre participation active. Vous étiez très présents et puis on se retrouve à la rentrée. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.